Je vais vous faire un exposé moins poétique que le précédent, même carrément pas poétique du tout. Je vais commencer par de la science, mais pas longtemps. Après, je vais parler de géopolitique spatiale. Je commence par... bon, je suppose que vous savez tous que les Américains sont allés sur la Lune pendant 3 ans, qu'ils ont fait des super missions. Vu votre âge qui est proche du mien, vous avez sans doute rêvé dans votre jeunesse à tout ça. Euh, En tout cas, moi, ça m'a bien fait rêver. Et donc, voilà, il y a eu des très belles missions lunaires faites par les Américains, par les Russes aussi. Alors, les Américains, grande pub, un système publicitaire extraordinaire. Les Russes, tout le contraire. Donc, finalement, c'est les Américains qui nous ont émerveillés, mais les Russes ont été pas mauvais dans leur genre aussi. Pendant entre 69 et 72, les missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17 ont eu un certain fruit scientifique. Donc je vais commencer par là. Donc qu'est-ce qu'on a compris grâce aux missions Apollo 1 à propos de la Lune? Eh ben, c'est pas idiot de se poser la question 50 ans après, parce que maintenant, il y a des acquis qui sont clairs et qui, même 10 ans après, dans les années 80, n'étaient pas évidents. Parce qu'on n'avait pas fini d'analyser tout ce que les missions avaient rapporté, et puis parce qu'il y a eu aussi d'autres choses nouvelles depuis. Donc, d'un point de vue matériel, les Américains ont ramené 380 kg de roches. Ils ont aussi posé des stations scientifiques sur la Lune à chaque mission, qui s'appelait ALCEP, alors je ne sais plus pourquoi. Enfin, en gros, ça veut dire package d'instruments scientifiques posés par les astronautes sur la Lune. Et il y a eu des télémesures, ça veut dire des choses qu'on pouvait mesurer à distance. En particulier, je passe, on a posé des jeux de miroirs, et ensuite on éclaire la Lune avec un laser. Ces miroirs renvoient la lumière, et comme ça on peut on peut mesurer la distance de la Lune à quelques centimètres près maintenant. Euh, Ces instruments-là fonctionnent toujours. Enfin, les miroirs, les autres sont plus en état de fonctionner. Sur le plan scientifique, sur la forme générale de la Lune, on ne savait rien avant d'aller sur la Lune sur le profil interne. Et en y allant, avec des sismographes, etc., on a pu faire des analyses des vibrations de la Lune et d'en déduire que la Lune a une croûte de 60 km d'épaisseur. Alors évidemment, c'est une épaisseur moyenne. Qu'il y a une couche solide de 1000 km. Donc le rayon, c'est 1700 km. Donc il reste de quoi faire un noyau qui, d'après les modèles qui correspondent aux données des sismographes, serait de métal fondu probablement aux alentours de 1500 degrés. Autrement, avec tous ces cailloux qu'on a ramenés, on a fait de la géologie. On a trouvé des roches qui s'appellent des basaltes ferreux, alors ça existe sur Terre. Des basaltes riches en uranium, pas en uranium, thorium, potassium, terres rares et phosphore. Alors c'est abrégé par des CRIPS. Alors aux États-Unis, CRIPS, ça veut dire qui filent les chocottes. Donc voilà. Mais les CRIPS, c'est un petit peu une particularité de la Lune, je ne crois pas qu'il y en ait sur Terre. Et puis il y a des roches comme des plagioclases, des anorthosites, des brèches qu'on trouve aussi sur Terre, mais dont l'origine lunaire et terrestre l'histoire n'est pas forcément la même. Voilà, j'ai l'air très savant en géologie, mais en fait j'y connais rien, donc je ne vais pas aller en plus dans les détails. Il y a aussi un truc qui nous paraît évident maintenant, c'est que la Lune est couverte d'un sol poudreux, assez dur pour qu'on ne s'y enfonce pas, mais assez mou pour qu'on y laisse des traces. En fait, avant les missions préparatoires à Apollo, on n'en savait rien. Et la grande trouille, c'est que les engins atterrissent sur la Lune, s'enfoncent dans une espèce de poudre jusqu'à 3 mètres de profondeur, et que... voilà, sombrer corps et biens. Et donc, il y a eu les missions Surveyor qui ont posé des petits appareils sur la Lune,
et qui ont permis d'analyser le sol et de savoir que c'était du régolithe. Après, quand les astronautes sont allés sur place, ils ont prélevé du régolithe, ils ont fait des carottages sur à peu près 1 mètre de profondeur, et on a pu comprendre quelle est la forme, la dynamique du sol lunaire. Oups. J'ai effleuré le bouton, je crois que j'ai rien fait en fait. C'est une coïncidence. J'allais appuyer, puis tac. Pour sortir de là, comment tu fais pour... Il s'est mis en veille au moment où tu... Ah oui, je parle Et- trop. non, ouais, mais là, L'ordinateur s'ennuie. n'empêche la veille. Voilà. Alors, les analyses des roches ont permis d'obtenir quelques données intéressantes sur la Lune. Entre autres, dans les années 60, on ne savait pas quelle était l'origine de la Lune. On ne savait pas du tout. Et on ne savait pas si le sol de la Lune était un sol récent ou s'il remontait au début du système solaire. Datation des roches par analyse isotopique, 4,5 milliards d'années. Donc, on voit que la Lune a une histoire à peu près aussi ancienne que le système solaire. Par ailleurs, les analyses de roches et de profils internes montrent que la Lune se serait différenciée il y a 4,4 milliards d'années. Alors se différencier, ça veut dire qu'elle était suffisamment liquide pour que ce qui était lourd descende au fond et que ce qui était léger reste en surface, comme la Lune et en fait comme la plupart des grands corps. Mais le fait que cette différenciation soit datée de 4,4 milliards d'années, ça veut dire que la Lune s'est probablement formée dans ces années-là. Aussi, on a vu que les roches ferreuses des mers n'ont pas le même âge que les roches des montagnes. Alors, le 4,4, c'est un truc mal effacé. Et les mers sont un peu moins anciennes. Voilà. Et tout cela a permis de se faire un petit scénario sur l'origine de la Lune. Moi, quand j'étais petit, j'avais un livre d'astronomie chez Flammarion, une traduction d'un livre américain, écrit avant la conquête lunaire, et qui disait qu'il y avait 2 hypothèses principales, non 3. C'était que la Lune s'était formée en même temps que les planètes, que la Lune avait pu être capturée, que c'était un corps qui se baladait, qui avait été capturé gravitationnellement par la Terre, ou bien qu'elle résultait d'une collision entre 2 corps du système solaire, éventuellement la Terre. Et ces scénarios n'étaient pas tranchés quand il y a eu les missions lunaires. Le scénario qui était privilégié, c'était le scénario de capture. Et j'ai un bouquin à la maison écrit en 81 par Peter Cadogan. Bon, voilà, je ne le connaissais pas autrement, mais qui fait un espèce de bilan des observations sur la Lune et qui fait un premier bilan de ce qu'on a appris sur la Lune. Et lui, il en était à que c'est quand même la capture qui était privilégiée. Or, on sait que c'est faux maintenant. En 1975, donc 3 ans après la dernière mission, il y a des gens qui font le scénario d'une collision, d'une prototerre et d'une petite planète tout au début du système solaire. Alors c'était vraiment une théorie exotique. Et elle n'était pas crédible avant. Évidemment, les gens avaient eu l'idée. Mais ces gens-là ont rendu l'idée crédible parce qu'on commençait à faire des simulations de formation de systèmes planétaires qui étaient très primitifs par rapport à ce qu'on fait maintenant parce qu'il faut des gros moyens de calcul. Mais quand même, il y avait une idée qui sortait et qui s'est confirmée dans les années 1980, c'est que quand on crée un système planétaire, on crée plein de planètes. On a beaucoup de mal à en créer qu'une dizaine comme dans le système solaire. On en crée 20, 30, 40. Et ensuite, les scénarios montrent que ces 20, 30, 40 planètes de tailles diverses ont tendance à aller un peu dans tous les sens parce que c'est pas stabilisé. Il y a un jeu de billard et il y a des collisions. Et donc ça allait. Mais c'était hyper spéculatif, quoi. D'utiliser ça pour dire que la Lune résultait d'une collision, c'était un peu léger.
Mais cette théorie avait quand même des avantages. C'est que on a observé que la surface de la Lune a un matériau qui est pauvre en fer par rapport à la Terre. Par rapport à la Terre dans son entièreté. Euh, et, euh, et donc, on avait tendance à penser que la Lune était formée plutôt de matériaux qui étaient un peu comme le matériau du manteau terrestre, donc ce qui est sur Terre mais à l'extérieur du noyau. Et cette théorie de collision était pas mal pour ça, parce que s'il y a une collision, elle peut atteindre le noyau de la prototerre, en prendre une partie, en emporter une partie, et laisser le noyau ferreux, et donc avoir une Lune qui est moins riche en fer. Un autre truc qui était bien avec cette théorie, c'est que la Lune est assez loin de la Terre, et du coup, il y a un moment cinétique assez élevé, et donc le moment cinétique, vous savez, c'est la quantité associée à la rotation. Et cette quantité est assez élevée. Et dans les scénarios de capture, eh bien, c'était très difficile de faire des captures de systèmes comme ça. On arrivait plutôt à faire des captures de systèmes serrés, comme par exemple Mars et ses satellites Phobos et Deimos, qui sont beaucoup plus près, et qui, eux, sont probablement des astéroïdes capturés. Donc, quand même, on s'est dit, cette théorie, elle n'était pas si idiote. Alors, elle est née en 75. En 80, on n'en parlait pas trop. Au milieu des années 80, on commençait à en parler. Alors, il y a eu des simulations numériques qui supposaient aussi que la Terre avait un chapelet de petits satellites. Enfin, ça sortait assez facilement des simulations. Et qu'il y avait des collisions fréquentes, donc 80 millions d'années après la création de la Terre, des premières planètes. Donc, on est au tout début de l'histoire du système solaire, ce qui est compatible avec les âges de formation de la Lune de 4,4 milliards d'années, ça veut dire 100 millions d'années après les planètes. Voilà, et à la fin des années 80, ça devient consensuel. Et puis, on continue d'étudier des échantillons lunaires qui ont été ramenés par les missions Apollo, et aussi d'ailleurs par les Russes, sauf que les Américains en ont ramené 380 kilos, et les Russes quelques centaines de grammes. Et ces études disent que la composition isotopique du manteau terrestre et de la Lune sont similaires, donc ça je vous l'ai déjà dit. Mais les simulations faites dans les années 2000 montrent que 70% du matériel proviendrait de la Lune, proviendrait de Theia. C'est-à-dire que si vous avez une petite planète qui collisionne la Terre, à la fin de la collision, 70% de son matériau proviendrait du petit corps qui a causé la collision et pas de la prototerre. Et donc on n'expliquerait pas finalement que la composition du manteau terrestre et celle de la Lune soient très proches. Donc, ça a développé une nouvelle crise de doute, donc 20 ans après le début du consensus. Et il y a une étude récente, faite en 2022, où on a multiplié le nombre de débris par 100. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la collision faisait 1 million de débris, on a considéré qu'il y avait 100 millions de débris. Dans la réalité, c'est plus. Mais on a fait au maximum de ce qu'on pouvait avec les ordinateurs dont on pouvait disposer. Et quand on a une simulation plus fine comme celle-là, eh bien, on se rend compte que 60% du matériau lunaire qui vient de la Terre et que le reste vient de Theia, mais, donc, un petit peu comme ce qu'on disait avant, mais que Theia a aussi enrichi la Terre de son propre matériau. Ce qui fait que ça réexplique par l'enrichissement du manteau terrestre par Theia la similitude entre la composition du manteau terrestre et la composition de la Lune. Donc voilà où on en arrive après les missions Apollo, et vous voyez après 40 années, 50 années d'études des échantillons qu'ils nous ont ramenés. Maintenant, je vais vous parler d'autres retombées. C'est les retombées technologiques. Et là, c'est extraordinaire, c'est inouï. Alors là, je vous présente un truc. Ça, c'est l'ordinateur de pilotage du module de commande d'Apollo. Ça fait penser à... Alors, c'est un interface d'ordinateur, quoi. Programmé, je crois, en Fortran. On trouve les programmes quelque part sur Internet, sur le site de la NASA. Je suis tombé une fois dessus. C'est touchant. Et voilà, celui-là, c'est un modèle d'entraînement et je l'ai trouvé sur un site de vente aux enchères. Voilà, donc les gars, ils pilotaient leur station avec ça. Ça ressemble à l'interface de commande d'un magnétoscope.
C'est carrément flippant, quoi, de devoir compter là-dessus. Alors bon, sérieusement. Euh, les retombées, il y a eu des retombées. Alors ça a été un projet monstrueusement énorme qui touchait tous les aspects de l'industrie, mais aussi les aspects de la gestion. Vu l'importance du projet, il y avait 30 000 sous-traitants. La NASA avait 30 000 sociétés avec lesquelles elle interagissait. Et du coup, pour gérer ça, c'est-à-dire construire des Boeing 747 ou des centrales nucléaires, c'était de la rigolade à côté. Ils ont développé des nouvelles méthodes de gestion de projet qui portent des logos que je ne connais pas, c'est comme la géologie, j'étale, mais en fait je ne sais pas ce que c'est. Là-dessus, je retiens simplement gestion de la valeur, faire des revues techniques et contrôle de qualité. Et quand j'étais petit, j'avais lu des bouquins sur la préparation des missions Apollo, et ils parlaient du contrôle qualité, et ça m'impressionnait beaucoup. Euh, la rigueur avec laquelle ils prétendaient préparer les choses, je crois que c'était pas de la frime, hein. On a inventé aussi des processus d'usinage chimique, ça veut dire creuser les métaux, mais avec des produits chimiques, et le faire à très petite échelle, ce qui a permis de fabriquer des composants électroniques, donc faire de l'usinage à des échelles microscopiques. En, en informatique, dans les années 50-60, un ordinateur, c'était un tout. Ça comprenait le matériel et le langage. On programmait dans le langage de la machine. On a commencé à cette époque-là à inventer des langages de programmation qui seraient indépendants de la machine, donc avec un traducteur, le compilateur. Les missions Apollo ont adopté cette stratégie informatique et l'ont beaucoup développée. Ce qui fait que les Américains ont acquis une compétence incroyable en logiciel comment dire, qui gère les ordinateurs, quoi. Le système d'exploitation. C'est devenu des cracks parce qu'avec Apollo, ils ont fait ça à grande échelle sur des tas de problèmes compliqués, scientifiques, techniques, etc. Pour envoyer des trucs légers sur la Lune, il a fallu miniaturiser, notamment l'électronique. Donc ils ont beaucoup insisté sur l'industrie des circuits intégrés. Ils ont développé plein de brevets qu'ils ont exploités par la suite. Ils ont aussi fait des progrès en nourriture lyophilisée. Ça existait avant, mais ils ont aussi beaucoup fait évoluer les choses. Et ils ont développé les techniques d'emballage sous vide. Ça a l'air bête, hein, mais ça date des années Apollo. Maintenant, quand vous allez dans un restaurant médiocre, vous consommez de la nourriture emballée sous vide qu'ils ont fait réchauffer. Et si c'est pas mauvais, si des fois même c'est bon, c'est en partie grâce à Apollo. Ils ont inventé un système de purification de l'eau qui s'appelle purification de l'eau à l'argent. Alors quand on dit l'eau, c'est beaucoup dire, hein, parce que vous savez que les astronautes, ils recyclaient tout, leur urine, etc. Ça continue à servir dans les missions spatiales et dans certains endroits hostiles, par exemple sur la station Concordia, dans les stations en Antarctique, etc., où l'eau est une donnée, une chose très rare, on continue à utiliser ça. Et je pense aussi dans des applications militaires, d'exploration, tout ça. Ils ont fait beaucoup de progrès sur les tissus ignifugés, pour pas qu'un simple court-circuit mette le feu à tout un projet, pour la protection des circuits électriques et pour les vêtements. Et donc, ce que portent les pompiers actuellement, c'est des tissus qui ont été mis au point dans le cadre de la préparation d'Apollo. Évidemment, après, il y a eu des suites, hein, mais c'est là qu'il y a eu l'espèce de coup de départ pour faire les choses en grand. Truc rigolo, les bandes velcro aussi ont été inventées à cette époque-là pour pouvoir poser des trucs facilement. Il n'y avait pas de table, pas d'étagère. Et donc, on mettait un truc sur une bande velcro pour éviter que tout se balade en apesanteur. Et en métallurgie, il y a une invention, c'est le soudage par explosion. Vous mettez deux pièces, vous faites exploser pour qu'elles se collent, et ça permet d'assembler des éléments très dissemblables. Ça m'a vraiment intrigué, et en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y a des sociétés en France qui font ça. Ça a l'air d'être un truc normal, mais bon, voilà. Alors les retombées économiques, c'est la domination de l'industrie spatiale par les États-Unis, la domination du marché des circuits intégrés, puis dans la foulée des microprocesseurs, leur force en informatique, en software, etc., a donné naissance, peut-être par chance, j'en sais rien, mais à la Silicon Valley. Et puis il y a eu d'autres trucs, donc on parlait de tissus.
Et alors, il y a une retombée. Les Américains, c'est les champions du monde des baskets. Et les semelles des baskets sont issues de matériaux d'un concept développé pour la Lune. Voilà, enfin bon, bref, dans beaucoup de domaines. Voilà, alors après, il y a eu un désintérêt pour les missions à habiter après cette épopée fantastique, donc qui a commencé en 58 ou 9, je ne sais plus, ou en 60, et qui s'est terminée en 73. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'années de désintérêt. Alors pourquoi? D'abord, il fallait, d'un point de vue scientifique, analyser les échantillons qu'avaient rapportés les missions de cette époque. Et puis traiter les données des sismomètres et les expériences de géodésie terrestre qu'on faisait avec les réflecteurs lunaires dont je vous parlais. Donc en fait, pendant toutes ces années-là, on continuait d'exploiter les missions Apollo de diverses manières. Et puis il y a quand même eu des missions vers la Lune. Les Japonais en ont fait pas mal. Hiten en 1990, et puis Selene et Kaguya, trois satellites, 3 tonnes en total, du Japon en 2007. Donc voilà, en 17 ans, ils ont envoyé quand même plusieurs missions. La NASA a envoyé Clémentine, qui était un orbiteur, et Lunar Prospector. Et l'Europe a envoyé SMART 1 en 2004. C'est des missions qui ont été intéressantes, dont la découverte avec Lunar Prospector d'eau au fond des cratères qui sont toujours dans la nuit. Donc c'est un truc dont on a beaucoup parlé ensuite. Donc ça, c'est pas Apollo, c'est Lunar Prospector, donc dans les années 90. Voilà. Mais ce désintérêt, il a été réel dans le grand public. Et avec le développement d'Internet, il y avait des idées idiotes qui traînaient depuis les missions Apollo, comme quoi la conquête lunaire était un fake, etc. Avec les théories complotistes dont mon prédécesseur, j'ai oublié son nom, Denis, qui parlait avant, a parlé un peu. Et, et finalement, dans le grand public, c'est ça qui a dominé à partir des années 2010. 2000-2010, c'est quand même triste. Voilà. Il y a des questions scientifiques actuelles qui font que, quand même, retourner sur la Lune maintenant, ce serait intéressant. D'abord, si on fait une analyse des types de régions géologiques de la Lune, ce qu'on a pu détailler avec la mission Clémentine qui a fait une cartographie en voyant des trucs avec des rayons gamma, des machins, enfin, on a pu constater qu'il y avait différents types de régions géologiques sur la Lune et qu'on n'en avait exploré que 30%. Donc c'est intéressant d'aller voir les autres. Aussi refaire ce qu'on a fait dans les années 70, mais avec les instruments actuels, qui sont incomparablement plus sensibles. Et puis, donc là, voilà, on aurait des meilleures mesures, on découvrirait d'autres trucs, on aurait des nouvelles questions et on ferait des nouveaux progrès. Mais il y a aussi des questions qu'on peut se poser dès maintenant. Par exemple, donc je vous ai dit que la Lune avait été formée il y a 4,5 milliards d'années, différenciée il y a 4,4 milliards d'années. Et dans les théories du système solaire, il y en a une qui dit que, et qui est défendue, ça s'appelle l'école niçoise, que les planètes géantes auraient migré assez tôt dans leur histoire. Et donc il y a 4,1 milliards d'années, Jupiter aurait changé de place, ce qui aurait envoyé un petit peu, déclenché un peu le billard cosmique, vous voyez, et qu'il y aurait eu plein d'astéroïdes qui seraient baladés dans tous les sens, et on appelle cette période-là le bombardement tardif, parce qu'il y aurait eu à nouveau des chutes de météorites abondantes sur les corps du système solaire. Et comme la Lune garde trace de ces événements très anciens, ce serait intéressant de savoir si on a des signatures de ce bombardement tardif pour remonter au schéma de création du système solaire. Autrement, la Lune n'a pas de champ magnétique global, mais il y a des champs rémanents. Il y a un site qui s'appelle Rainer Gamma, où il y a du champ magnétique. Alors, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ils creusent là et puis ils trouvent une stèle laissée par les extraterrestres. Et si on allait voir là, on pourrait peut-être voir si ce sont des traces d'un magnétisme passé de la Lune qui n'aurait pas forcément duré longtemps. Et puis comprendre pourquoi il s'est gardé là. Il y a sûrement des concentrations de métaux, etc. Il y a un sujet nouveau qui est sorti auquel on ne s'intéressait pas dans les années 70.
c'est les espèces volatiles. Vu que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, on ne se questionnait pas trop là-dessus. Et puis, on a observé des impacts lunaires, on en a vu en direct se produire des petits. Et on s'est rendu compte qu'il y a une activité après, et il y a des émissions de volatiles. Et donc des gaz qui restent près de la Lune, qui peuvent migrer, et puis qui, au bout de quelques jours, disparaissent. Et il y a aussi une question, c'est le cycle de l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais depuis qu'on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune, dans des zones qui sont toujours à l'ombre, on se dit, ok, la Lune, elle se balade dans le milieu interplanétaire. Dans le milieu interplanétaire, il y a un peu d'eau qui doit être capturée, dans le régolithe, et qui doit s'évaporer le jour, migrer, pas forcément repartir dans l'espace. Et quand elle migre et qu'elle se retrouve au-dessus des cratères froids dans les pôles, là, elle se condense, comme elle le fait à chaque nuit, mais là, elle se condense, puis elle n'est plus jamais mise au jour. Donc il y a peut-être un système de remplissage des cratères froids avec de l'eau qui est toujours actif. Alors je ne vous dis pas la lenteur. Hein. Je veux dire, un astronaute qui va boire un verre d'eau, il a bu 1000 ans de collecte, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Et puis autrement, dans les questions scientifiques, il y a des questions scientifico-technologiques. C'est justement, est-ce que l'eau lunaire pourrait être extraite pour des bases alors ça, les journaux en ont beaucoup parlé, si on met des astronautes sur place pour des missions longues, voire une occupation permanente. Et un problème qui existe déjà, c'est le problème des poussières. En fait, on parle d'eau, mais il y en a très très peu. C'est un milieu ultra sec par rapport à ce qu'on connaît. Et un milieu ultra sec où il y a de la poussière, le régolithe c'est poussiéreux, vous avez plein de... C'est comme quand on frotte une peau de chatte avec un bâton d'ébonite, là, vous avez appris ça au lycée, je sais pas, enfin les jeunes, mais moi j'avais ça au programme. Bon, on fait plein d'électricité statique, et les appareils qu'on a laissés sur la Lune sont sujets à ces trucs-là. Il y a eu des claquages, des courts-circuits, des trucs comme ça. Et donc ça, c'est une chose qui intéresse les gens. Moi, j'ai un ancien étudiant qui ensuite qui fait sa carrière à l'ONERA, et il a dû étudier ça, c'est-à-dire le coût de la lévitation des poussières près des appareils qu'on pose sur la Lune. Alors, bon, ici on est à Astrociel, alors il y a aussi la question de faire de l'astronomie sur la Lune. Alors, la Lune pourrait être intéressante, mais pourquoi? Alors, des gens se sont dit, on pourrait faire des télescopes optiques. C'est pas une idée géniale pour deux raisons. D'abord, un télescope optique, c'est super lourd, donc il faut emmener beaucoup de matière sur place. Et puis, il y a ces fameuses poussières qui retomberaient sur le miroir. Les poussières de la Lune sont extrêmement abrasives, donc pour nettoyer le miroir, on le raye. Bon. En plus, il y a les effets électrostatiques sur des grands miroirs qui sont eux-mêmes des surfaces qui peuvent se prêter à ce genre de choses. Donc l'optique, ce n'est pas intéressant. Par contre, la face cachée de la Lune serait très intéressant pour la radioastronomie, puisqu'elle est protégée des émissions radio de la Terre. Ouais. Les poussières qui retomberaient sur le miroir, ça ne fait pas avec les miroirs sur lesquels on voit des lasers, ça fait plus la distance de la Lune? Si. Et comment ils sont nettoyés? Non, il ne les nettoie pas. Simplement, il y a 20 ans, on recevait X% de la lumière envoyée, et maintenant, on en reçoit beaucoup moins. Et puis, à un moment, on dira que ça tombe en panne, il n'y aura pas de panne. Ce sera juste que il y aura trop de poussière. C'est un truc dont on a parlé, alors pas trop sur la Lune, mais on en a parlé sur Mars, avec la poussière martienne qui tombe sur les panneaux solaires. Mais là, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a des tempêtes martiennes qui accélèrent beaucoup le dépôt des poussières. Sur la Lune, ça va moins vite parce que c'est juste des phénomènes électrostatiques, c'est moins efficace que le vent. Donc sur la Lune, faire de la radioastronomie pour se protéger des émissions radio de la Terre dues aux humains. Hein. Si la Terre n'était pas habitée, on pourrait faire de l'astronomie sur Terre, sauf que comme elle ne serait pas habitée, il n'y aurait pas de radioastronomie. Donc là, c'est un projet rigolo, c'est de faire une sorte d'Arecibo géant, avec un cratère lunaire de 3 à 5 km de diamètre, suspendre un câble, mettre une nacelle ici, et puis au fond mettre un réseau de grillage, quoi. Projet non sélectionné pour le moment. Hein. Il n'y a aucun projet sélectionné. Il y en a d'autres, c'est de mettre des antennes, des simples dipôles partout sur la Lune, et en poser des centaines, les relier par un truc genre Wi-Fi, et avoir un réseau de radiotélescopes. Ça me paraît plus simple.
tout aussi intéressant. Mais pour le moment, c'est juste des choses dont on parle. Enfin, il y a une autre application de la Lune qui est envisagée. Enfin, un autre intérêt de la Lune, c'est de servir d'escale pour réaliser le rêve de certains milliardaires, aller sur Mars. Donc ça, c'est une vue d'artiste de la société SpaceX. Je sais qu'il y a des gens qui feraient tout pour aller sur Mars. Moi, je ferais tout pour ne pas y aller. Hein. Ah bah, elle est simple. Mais par exemple, j'en ai discuté avec Sylvain Boulet, le président de la SAF, qui est géologue martien. Et alors lui, il adorerait aller sur Mars. Et moi, je ne comprends pas. Même si on aime la géologie, je ne comprends pas, quoi. Voilà, sur ce point-là, pas du tout pareil. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des programmes actuels pour la Lune. Donc ce qui a été fait, parce que j'ai dit que la Lune avait été abandonnée, alors c'est vrai jusqu'en 2007. Tout à l'heure, j'avais dit phase d'abandon 73-2007. Je me suis arrêté à 2007 parce que là, ça repart. Alors pourquoi ça repart? Parce que les Chinois ont décidé de se mettre dans la course à la Lune. Personne ne leur demandait rien, hein, mais c'est incroyable, ces gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, en 2007, ils ont envoyé une sonde en orbite lunaire qui sont appelée Chang'e 1, et 3 ans plus tard, Chang'e 2. Plus fort, Chang'e 2 a été en orbite lunaire, et 2 ans après, est parti de l'orbite lunaire pour faire un voyage pour explorer l'astéroïde Toutatis. Moi, je trouve ça super fort. Donc là, je crois que les Américains qui veulent la suprématie, ils ont senti le défi. Je continue avec la Chine, on parlera des autres pays après. En 2014, Chang'e 3 se pose sur la Lune. Donc là, ils font aussi bien que les Russes. Et en plus, il y a un rover. Donc comme le rover des Russes sur la Lune, dont le dernier, c'était en 1976. Avec la mission Luna 24. Bon, là, le rover s'appelait U2. Il est tombé en panne à la première nuit lunaire, donc au bout d'une quinzaine de jours. Mais enfin, ils ont réussi à le poser, ils ont réussi à le faire marcher. Il ne se démonte pas. En 5 ans plus tard, ils envoient Chang'e 4, et ils n'essayent pas juste de faire ce qu'a raté Chang'e 3, non. Ils le font, mais sur la face cachée de la Lune. Ils sont les premiers à poser un engin fabriqué par des humains sur la face cachée de la Lune. Là, ça commence à gratter du côté des Américains. En 2014, il y a aussi Chang'e 5T comme technique, mission technologique. Donc là, aucun truc scientifique, aucun équipement scientifique. Simplement, il faut un aller-retour Terre-Lune en une semaine avec rentrée atmosphérique. Donc, ils ont montré qu'ils étaient prêts pour le retour d'échantillons lunaires. En 2020, Chang'e 5, 8 tonnes, ça commence à être sérieux, se pose sur la Lune pour collecter des échantillons. La mission Chang'e 5 comprend un orbiteur. De l'orbiteur, il y a un atterrisseur qui se détache, qui se pose sur la Lune. Et ensuite, il va chercher des échantillons. Il y a une capsule de retour qui va se remettre sur l'orbiteur et retour sur Terre. Et le 16 décembre 2020, eh bien, Chang'e 5 réussit sa mission et rapporte 176 grammes d'échantillons. Mieux que ça, l'atterrissage est en Mongolie intérieure. Ça veut dire que vous savez que la rentrée atmosphérique, c'est un truc super délicat. Si on a un angle trop fort, on crame. Si on a un angle pas assez fort, on fait des ricochets, on repart dans l'espace. Donc, il faut viser le bon angle. Mais là, ils ont visé le bon angle pour, en plus, atterrir en Mongolie intérieure, c'est-à-dire là où ils voulaient, chez eux. Pas quelque part dans l'océan. Voilà. Donc, très fort, très très fort. Suite du projet. Chang'e 6, l'an prochain. J'ai rien trouvé comme info sur Internet, et puis je ne suis pas copain avec l'agence spatiale, donc voilà. Chang'e 7, 8 tonnes encore, se posera au pôle sud. Ça, c'est un truc dont on a un peu parlé dans la presse. Elle embarquera, alors un truc génial, il y aura un rover, bon, voilà, classique maintenant, et puis un hopper. Ça veut dire une sauterelle. Donc un appareil avec des espèces de jambes
qui fera des bonds. Et sur la Lune, on peut faire des bonds assez grands puisque la gravité est plus faible. Et se déplaçant par bond, ça ira beaucoup plus vite qu'avec un rover. Et on pourra sauter des régions. Et il prévoit de l'utiliser pour parcourir 250 km en faisant, comme ça, sans doute, quelques centaines de bonds. Donc là, il commence non pas à faire aussi bien que les autres, mais à innover. Chang'e 8 sera le premier élément de l'International Lunar Research Station. Alors c'est international, mais surtout Chine, et avec contribution de la Russie. Donc là, c'est une station automatique, plusieurs modules, je crois qu'il sera en orbite autour de la Lune, donc une sorte d'ISS, mais en orbite lunaire. Au début, elle sera automatique, mais en 2036, il faudrait qu'il y ait un équipage chinois qui aille dedans, et après, on imagine très bien qu'une partie de l'équipage ira se promener sur la Lune. Alors, dans le camp d'en face, il y a le programme Artemis, le programme américain. Alors eux, ils ont carrément dit, on va sur la Lune, mais on y est déjà allé, ça sera une étape pour aller sur Mars. Genre, les Chinois, on a encore un cran d'avance sur vous. N'empêche que c'est un super projet lunaire aussi. Alors, je vous parle là du projet avant que Donald Trump vienne foutre la pagaille. En 2018, devait commencer la construction du Deep Space Gateway, qui est aussi, comme les Chinois voulaient faire, un mini ISS autour de la Lune. Un truc qui serait en permanence autour de la Lune et qu'on pourrait rejoindre depuis la Terre, en revenir, etc. Et ça devait être opérationnel dans 3 ans, à partir de maintenant. En 2028, donc 2 ans après, ils voulaient utiliser le DSG, le Deep Space Gateway, pour que des astronautes puissent y aller et faire des sorties sur la Lune, néanmoins sans laisser d'infrastructure permanente sur la Lune, parce que si on veut aller sur Mars, ça ne sert à rien. Le truc en orbite est largement suffisant. Et puis, à partir de 2030, faire des missions habitées vers Mars en utilisant le DSG comme étape. Voilà, mais simplement, en 2019, Donald Trump, qui était persuadé d'être élu, comme vous le savez, avait chamboulé le programme en disant que ce qu'il fallait, c'était envoyer des hommes à la surface de la Lune en 2024, à la fin de son second mandat présumé. Il voulait ça, pour sa gloire. Du coup, tout ce programme, avec la Deep Space Gateway, qui était vraiment le point fort, a été réduit au minimum. Il y avait plein de modules partenaires qui devaient se mettre dessus, qui ont été repoussés sine die, pour développer un atterrisseur en urgence. Et en fait, ça ne se passe pas hyper bien. Donc, c'était quand? C'était en 2019. Donc, en 2019, les États-Unis font un appel d'offres. Donc, vous savez, la nouvelle technique de la NASA, c'est pas de développer eux-mêmes les choses, mais c'est d'être une agence de moyens. Donc, eux, ils payent et ils font des appels d'offres à des entreprises. Donc, il y a eu un appel d'offres pour une super grosse fusée, plus grosse que Saturne V, celle des missions Apollo, pour aller sur la Lune et avoir d'autres possibilités. Il y a Jeff Bezos d'Amazon qui en a marre d'envoyer des petits paquets chez nous. Donc, il veut envoyer un gros paquet sur la Lune. Il a perdu l'appel d'offres et c'est Elon Musk, avec la société SpaceX plutôt, qui a remporté le contrat avec la fusée Super Heavy Starship. Bien entendu, ce n'est pas une fusée qu'il a vendue toute faite, c'est un projet. Donc, ce qu'il a obtenu, c'est un financement pour ce projet. Voilà. Donc, c'est une fusée qui doit faire 120 mètres de haut. Pas mal. Moi, ça m'impressionne. Vous voyez, le pylône des grandes éoliennes qu'on trouve en Beauce, mais vous faites décoller le pylône, vous l'envoyez sur la Lune. Ça, c'est la partie haute, 50 mètres, c'est ce qu'on appelle Starship. C'est la partie haute du système Super Heavy. Ça, c'est une fusée réutilisable. Vous voyez, les astronautes sont là, et ça, franchement,
c'est magique, c'est Tintin sur la Lune, on a marché sur la Lune, c'est la même fusée, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et alors, celle-là, elle repart sur Terre avec toute sa masse, elle décolle à la Lune, elle repart sur Terre, on la nettoie un peu, on fait des travaux dessus, et elle repart. Euh, alors, emporte 100 tonnes de charge utile. Pas mal quand même. Ça en fait des Tesla qu'on peut mettre à bord. Ça fait 50 Tesla. Ou ça permet d'emporter aussi 100 personnes sur un trajet long. Alors, c'est pas pour emporter 100 personnes qui vont se promener sur la Lune, c'est pour emporter 100 personnes qui iront se promener sur Mars. Et ça, c'est l'idée d'Elon Musk. Je ne sais pas à quel point l'État fédéral américain la partage. J'en sais rien du tout, j'ai jamais compris. Starship est prévu donc pour aussi des mises en orbite de Starlink V2. Alors les V2 de Starlink, c'est celles qu'on voit passer en ce moment, qui sont des satellites plus gros et qui sont envoyés actuellement par paquet d'une vingtaine ou trentaine. Mais avec ça, on va pouvoir en envoyer 1000 d'un coup. Enfin, je dis 1000 au hasard, hein, mais 100 tonnes, ou plutôt une centaine d'un coup. Voilà. Des idées à la Musk, aussi pour faire des vols terrestres intercontinentaux. Vous avez 100 tonnes de matériaux d'envoyer, d'expédier de la côte est à la côte ouest des États-Unis. Pourquoi prendre le train, prenons la fusée. Voilà, donc c'est un concept aussi. Évidemment, les voyages aller-retour vers la Lune et les vols habités vers Mars. Donc cette fusée, bon, ça c'est le haut, doit permettre tout ça. Alors il y a eu des essais, beaucoup de vols suborbitaux, donc la fusée décolle, ne se met pas en orbite, donc on arrête les moteurs, elle retombe. Évidemment, la chute est contrôlée puisque la fusée arrive. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, c'est super intéressant, super impressionnant. On voit la fusée qui se redresse et puis qui se met comme ça, qui atterrit. Moi, ça me fait peur, quelque part. C'est tellement de puissance, tellement d'énergie, puis c'est tellement inhumain, ça me fait peur. Enfin bon. Et ils ont essayé de faire un vol orbital en avril 2023. Vous avez peut-être entendu parler, hein, puisque c'était cette année. Et voilà, au bout de 4 minutes de vol, la fusée a explosé et il y a eu plusieurs problèmes techniques graves. Donc, on peut faire confiance aux Américains pour les résoudre. Par contre, ça annonce quand même du retard dans le programme. Donc les dates que je vous ai montrées là, rien que pour les problèmes avec la fusée Super Heavy, Starship prendra probablement quelques années de retard. Mais c'est normal, hein, la conquête spatiale, ça fonctionne comme ça. Alors ensuite, on va aller faire un tour du côté des nains. Mais des nains que j'aime bien, c'est l'Agence spatiale européenne. Alors on n'est pas des nains partout, il ne faut pas exagérer. Mais pour la Lune, ce n'est pas vraiment une priorité de l'Europe. Donc il n'y a pas eu un budget énorme qui a été mis là-dessus et pas de projet propre. Donc il n'y aura pas un projet européen, enfin ce n'est pas discuté actuellement. Cependant, on est amis avec les États-Unis, on est amis avec beaucoup de monde. On est aussi amis avec, enfin on était amis avec les Russes. Comme avec donc d'autres projets, on s'est mis sur leur projet. Alors, il faut voir un truc, c'est que les Américains ont fait le programme Artemis dans un esprit d'ouverture politique. Ça veut dire que Apollo, c'était américain. Il n'y avait rien d'européen, rien de... C'était, fallait montrer qu'ils étaient meilleurs que les Russes, et c'était pas l'Europe plus les États-Unis, c'était l'Amérique. Voilà. Là, avec Artemis, c'est plutôt le monde libre et démocratique contre les autres. Donc, sur Artemis, il y a des contributions de plein de pays. Donc, il n'y a pas l'agence spatiale européenne en soi, mais des pays d'Europe, parce que c'est des contrats par pays, pas par agence. Et puis, il y a des Japonais, etc. Donc, un module d'habitation pour le DSG, l'ISS lunaire, qu'on développerait avec le Japon et qui devrait être prêt l'an prochain. Je pense qu'on aura encore du retard, vu que les Américains en ont, c'est pas grave. Et aussi un alunisseur lourd qui s'appellerait l'Argonaut pour la décennie 2030, donc on n'y est pas. Qui aurait un emport de 1,5 tonnes. Alors vous voyez, Super Heavy, machin, Starship, c'est 100 tonnes. Là, c'est 1,5 tonne. Mais ça a du sens.
Parce que des fois, si on veut amener un équipage, on ne va pas déplacer 100 tonnes. Je veux dire, un vol de cette fusée, c'est monstrueusement cher. On aura besoin, c'est comme en logistique, il faut des gros camions et puis il faut aussi des petits camions. Donc l'Europe se chargerait de petits camions. Et tout ça permettrait de négocier, permet déjà de négocier qu'il y aurait 2 astronautes européens dans l'ISS lunaire, la Gateway, et des négociations sont en cours pour qu'il y ait un astronaute européen qui marche à la surface de la Lune. Les Indiens ne sont pas en reste, et depuis longtemps, puisque 1 an après Chang'e 1 de la Chine, ils s'y sont mis. Et ils n'ont pas attendu les Chinois, ils ont dû démarrer à peu près en même temps, puisque leur mission était prête. Et c'est Chandrayaan, numéro 1, qui s'est inséré en orbite lunaire. Et au bout d'1 an, ils ont perdu le contrôle d'attitude. Ça veut dire l'attitude, c'est comment est positionné le satellite par rapport à la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, les antennes, elles ne visent plus vers les antennes terrestres et on perd le contact. Donc, bon, succès quand même, pas total, mais assez honorable. Ensuite, pas grand-chose. Et puis en 2019, Chandrayaan 2, un orbiteur plus un atterrisseur nommé Vikram, qui contient un rover, Pragyan. Donc ils ont mis le paquet. Lieu prévu, le pôle sud. Manque de chance, l'alunissage a raté, un problème de logiciel de vol. Et ils ont identifié après, on a identifié des débris à 600 mètres du point d'atterrissage prévu. Ça veut dire qu'ils ont raté leur coup vraiment à la fin. Je cite le coût, 100 millions pour cette mission. 100 millions, c'est rien. C'est hallucinant d'avoir pu faire déjà tout ça avec une somme pareille. Donc là, il y a un génie qu'il faut reconnaître, c'est de pouvoir faire des missions pas chères, ambitieuses. Voilà. Alors il y a Chandrayaan 3 qui est prévu pour cette année. Donc j'avais préparé cet exposé pour mai aux Nuits astronomiques de Touraine. J'avais dit retard possible, mais j'ai appris depuis que la fusée est partie ou doit partir imminemment et doit atterrir sur la Lune très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est peut-être à la fin du mois ou un truc comme ça. On va voir. Les Russes. J'ai fait ce transparent hier parce qu'avant, on n'en parlait pas. La dernière mission russe sur la Lune, c'est Luna 24 en 1976. Ensuite, que dalle. Il y a un programme, Luna 25, 26, 27, qui était prévu de longue date, où l'ESA était engagée, comme je vous disais, l'Europe est amie avec beaucoup de pays. Et avec l'invasion de l'Ukraine, l'ESA s'est désengagée de ces missions. Les Russes ont annoncé le lancement de l'atterrisseur Luna 25, finalement, ce mois-ci. En fait, je crois qu'il est parti il y a 2 jours, et il doit atterrir d'ici une semaine, un truc comme ça. Je n'ai pas pu trop vérifier, mais bon, où ça en est actuellement. Et ce que j'ai entendu à la radio, mais je n'ai pas vérifié, c'est qu'en gros, ils vont atterrir au moins un jour avant Chandrayaan 3. Donc, question d'honneur géopolitique, se faire damer le pion par les Chinois, ça la fout mal, mais alors par les Indiens, c'est carrément la honte. Donc, ils ont réactivé le programme, alors que, en fait, ce programme avait été abandonné puisqu'il était initialement prévu en 2010. Sauf que Vladimir Poutine se fiche complètement des programmes spatiaux et avait complètement laissé traîner ça. Et je crois qu'il y a vraiment une question d'orgueil, en fait, d'avoir relancé ça maintenant. Donc elle sera lancée par un Soyouz 2 et avec des boosters frégates, je ne connais pas, depuis le cosmodrome de Vostochny. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais ce n'est pas dans le Kazakhstan. Il y avait le cosmodrome à Baïkonour, je crois, dans le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est plus dans la Fédération de Russie. Il y avait un contrat qui faisait que les Russes continuaient à utiliser cet endroit. Et je crois que les Russes se sont resserrés sur leur propre territoire. Il y a vraiment des trucs géopolitiques qui se jouent dans tous les sens avec la Russie. Mais pas dans le sens sympa, en fait. Voilà. Alors, l'objectif de Luna 25, c'est d'atterrir en douceur. Parce que depuis le temps, depuis 50 et quelques, ils ont un peu oublié. Enfin, depuis 76.
et de faire rouler un rover d'exploration. Ils veulent aller près du pôle sud, là où voulaient aller les Indiens, dans une région qui est presque tout le temps éclairée. Alors il y a une raison à ça. Ouais, avec l'inclinaison légère de la Lune, il y a des régions où il ne fait jamais nuit, enfin quasiment jamais. Et ça permet, la succession jour-nuit de tous les 15 jours sur la Lune fait des écarts de 300 degrés entre le jour et la nuit. Donc si on est toujours dans le jour, on n'a pas ça à gérer. C'est toujours un problème de moins. Et puis en même temps, c'est une région intéressante. Alors, il y a aussi des projets avec des entreprises privées. Donc là, on est vraiment dans le 21e siècle. Ça a commencé avec Google, qui a fait un prix dont la somme était un peu dérisoire, genre 50 millions d'euros. Et le défi, c'était qu'une société privée, donc sans aide d'un État, pose une sonde sur la Lune. Cette sonde ait un rover qui avance de 500 mètres et prenne des photos. Et en 2018, ils ont clos le concours parce que personne n'avait réussi. Même personne n'avait essayé. Mais les projets privés ne se sont pas arrêtés là. En 2018, donc l'année de la clôture, la NASA a sélectionné 11 sociétés américaines pour son programme Artemis, pour livrer des charges utiles à la surface lunaire. Donc, ce que propose de faire l'Europe avec son camion de 1,5 tonne de charges utiles. Donc, là, ils ont fait des financements de 80 à 100 000 $. Donc, le budget total pour une mission lunaire indienne, vous voyez la différence de moyens, pour une société qui s'appelle Peregrine d'Astrobotics. Non, la mission s'appelle Peregrine d'une société qui s'appelle Astrobotics, et une mission Nova-C d'une société qui s'appelle Intuitive Machines, et une autre mission Z01 d'une société qui s'appelle Orbit Beyond. C'est des milliers de dollars là? C'est quoi l'unité? Pardon, millions. J'ai oublié millions. Voilà. Autrement, il y a une société privée israélienne qui s'appelle SpaceL, qui a envoyé un module qui s'appelle Bereshit vers la Lune, 150 kg de charge utile, pas de moteur en phase de descente, crac. Bon. Encore un truc raté. Et une société japonaise l'an dernier qui a lancé Akuto Air pour un alunissage en avril 2023. Donc c'était une orbite avec une voile solaire, je crois, un truc qui prenait son temps pour arriver sur la Lune. C'était pas mal comme concept. À bord de cette sonde Akuto Air, il y avait un rover développé par les Émirats arabes unis. Et dans ce rover, il y avait une caméra française. Encore un échec à l'alunissage. Donc là, il y a des agences publiques qui ont participé à un projet privé. Vous voyez, il y a parfois des inversions. Mais on n'est pas à la même échelle que ce dont je vous ai parlé avant. Alors, pourquoi veut-on aller sur la Lune? Alors, la première chose, il y a un grand impact médiatique et ça permet de donner une résonance mondiale aux activités spatiales d'un pays. Tous les pays veulent une activité spatiale. Ils veulent des satellites maintenant pour l'Internet, pour l'observation de la Terre, pour la prévision des cataclysmes, pour faire la guerre, etc. Donc, il faut avoir une industrie spatiale quand on est un pays puissant, et il faut que cette industrie spatiale, elle soit excitante pour les gens, qu'elle soit enthousiasmante. Et aller sur la Lune, c'est pas mal pour ça. Ça, c'est une image de la première femme astronaute, Liu Yang, en 2012, avant son embarquement dans une capsule. Alors, elle n'allait pas sur la Lune, mais on voit vraiment J'adore cette image parce qu'il y a tout. Donc, il y a l'astronaute, assez jolie, bien sportive, tout ce qu'il faut, évidemment, pour aller sur la Lune. Très reine d'Angleterre, vous voyez, qui fait le petit salut, très, très bien. J'adore les logos. Les logos, c'est repris des logos américains des missions. Des trucs ronds, de la même taille, avec les couleurs vives. C'est la même esthétique. Donc on voit à qui on veut damer le pion, là, à qui on met le défi. Et puis derrière, les gens agitent. En Europe, on aurait Thomas Pesquet, on t'aime. Eux, ils agitent des petits drapeaux rouges. Donc c'est l'État derrière ça. C'est l'Empire chinois. C'est la puissance du pays. Mais c'est vrai avec tous les continents. Et finalement,
je me dis des fois, pourquoi est-ce que l'Europe ne s'est pas lancée là-dedans? Parce que l'Europe s'en fout de tout ça. Actuellement, on est dans une phase où le prestige, ouah, l'Europe, c'est le plus grand continent du monde, c'est pas ça qu'on cherche. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas un programme lunaire propre. Évidemment, aller sur la Lune, ça donne un savoir-faire qui permet d'explorer des corps plus lointains. Donc, on parle du voyage vers Mars, pour les États-Unis, mais la Chine en parle aussi. Hein. Mais on peut regarder dans le passé, quand, après que les Américains sont allés sur la Lune, ils ont exploré le système solaire. Et ils avaient acquis un savoir-faire technologie spatiale génial qui leur a permis d'aller, maintenant on est allé jusqu'à Pluton, quoi. Voilà. Le retour scientifique des missions chinoises, d'après ce qu'on sait, est faible. Il y a eu des congrès sur leurs explorations. On en a même fait un article dans l'astronomie. Mais c'est pas top. Hein. C'est pas inouï ce qu'ils ont fait. Ils vont faire du retour d'échantillons, ou ils ont fait, je ne sais plus. Ils ont fait. Donc là, on va voir ce qui sort des analyses, ça c'est toujours bien. On va voir aussi s'ils les distribuent. Les Russes, les Américains ont distribué des échantillons dans tous les bons labos d'analyse du monde. Il y en a eu à l'IAS, à Orsay, beaucoup. Là, on va voir si les Chinois sont partageurs, j'en ai aucune idée. Et puis, il y a une autre raison. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est de faire de l'industrie minière sur la Lune. Alors, ce n'est pas pour ramener du régolithe, hein, on s'en fout du régolithe. Ce qui est intéressant, ce serait l'hélium-3. Vous avez entendu parler de l'intérêt de l'hélium-3 ? Ouais. Qui ne voit pas ce que c'est? D'accord. Alors, je vais vous raconter. L'hélium-3, c'est un atome dont le noyau comprend 2 protons et un neutron. Voilà. L'hélium qu'on trouve habituellement sur Terre, c'est 2 protons et 2 neutrons. L'hélium-3, c'est hyper rare sur Terre. Et ça a un intérêt, c'est qu'avec de l'hélium, on peut fusionner 2 atomes d'hélium dans un réacteur nucléaire et produire de l'énergie. Alors quand je dis on peut le faire, on le fait actuellement depuis une vingtaine d'années dans des appareils qui s'appellent des tokamaks. On l'a fait récemment par fusion inertielle en bombardant la matière avec des lasers. Et l'idée, c'est de produire de très grandes quantités d'électricité, comme des réacteurs nucléaires en fait, sans les problèmes des réacteurs nucléaires par fission, parce que les déchets radioactifs des réactions qui se font là de fusion sont beaucoup moins dangereux que les déchets radioactifs des réactions de fission. Ensuite, ils sont dangereux, le pire c'est le tritium. Il est dangereux à l'échelle de 1 ou 2 siècles, même pas, alors que vous savez que l'uranium, les restes d'uranium, c'est un problème pendant des centaines de milliers d'années. Et puis, qu'est-ce que c'est l'autre qualité? C'est que la quantité d'énergie que vous avez dans un tokamak, s'il se met à dysfonctionner et qu'il explose, on va dire que c'est de l'ordre de l'énergie d'un TGV à pleine vitesse. Alors, multiplions le truc par 10 TGV à pleine vitesse. Ça fait un bel accident industriel, mais en comparaison de Fukushima ou de Tchernobyl, qu'on continue soit de mettre sous une chape de plomb, soit d'arroser et de récupérer de l'eau contaminée, c'est que dalle. Donc, c'est une filière hyper difficile. On ne sait pas si on arrivera à la faire, mais si on arrive à la mettre au point, ce sera une bonne filière. On peut faire de la fusion contrôlée sans hélium-3, avec de l'hélium-4, et puis en fabriquant un truc qui s'appelle du tritium. Et on fait des réactions, c'est ce qu'on en a déjà fait sur Terre, je crois. Oui, on en a fait. Et c'est très bien. Sauf que le tritium, c'est toxique, c'est radioactif, c'est tout petit, c'est hyper difficile à stocker. Donc ça pose des problèmes industriels qui sont gérables. Mais l'hélium-3, ce serait encore mieux parce que la réaction nucléaire, le bilan, c'est ça. 2 atomes d'hélium-3 fabriquent un atome d'hélium-4 en libérant de l'énergie et 2 protons, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène. Et là, tout ça, c'est des trucs hyper anodins, aucun danger. Donc là, on aurait l'industrie nucléaire propre.
alors propre sur Terre, sauf qu'il faut aller chercher l'hélium 3 quelque part. Et sur Terre, alors l'hélium 3, d'où il vient? Il est fabriqué, il a été fabriqué à l'origine durant le Big Bang. Il n'est pas fabriqué dans les étoiles, il a été fabriqué pendant le Big Bang. Donc on va aller chercher les restes de l'univers primordial. Alors il y en a un peu partout, mais il y en a très peu. Alors il y en a qui est tombé sur Terre, sauf que il arrive au sol avec une efficacité très faible, et que je crois que c'est de la partie par 1000 milliards sur Terre. Par contre, dans le régolithe lunaire absorbe ce qui passe dans l'espace, et il y en aurait 4 parties par milliard dans le régolithe lunaire. Ça veut quand même dire que pour ramener 4 kg d'hélium 3, il faudrait trier 1 milliard de kilos, enfin donc 1 million de tonnes de régolithe. Donc vous imaginez que ce sera une industrie qui va saccager la Lune. Voilà. Je pense qu'elle va saccager la vie des gens qui vont aller travailler pour le faire. Ils ne vont pas se marrer. Hein. Voilà. Mais enfin, on voit qu'il y a des visées colonisatrices. L'idée de chercher de l'eau dans les cratères froids pour la consommer, donc pour habiter sur la Lune, là aussi, c'est assez dingue. Hein. Faut gratter la surface d'un terrain de foot pour tirer un verre d'eau. Tout ça, c'est des trucs extrêmement coûteux. Les mines d'hélium 3. Donc, avec tout ça, il y a des investissements qui ne sont pas du tout sûrs d'être rentables, des intérêts géopolitiques certains, mais là encore, est-ce qu'on est dans des trucs vraiment sérieux? En tout cas, il y a les intérêts nationaux, les intérêts privés qui peuvent se télescoper. Il peut y avoir des conflits d'intérêts et des conflits territoriaux. Si si un tel continent commence à faire des mines d'hélium 3 dans un certain endroit, ils ne vont pas être très contents si le continent d'à côté se met dans le même endroit. Voilà, vous voyez. Et puis, bon, évidemment, il y a des questions de durabilité. Il n'y a pas aussi des intérêts scientifiques et techniques? Si, je les ai cités au début. Mais pour ça, on n'a pas besoin pour les intérêts scientifiques et techniques, ce dont je vais vous parler maintenant n'est pas un problème. Aller gratter, prélever des échantillons, même si on ramène 15 tonnes d'échantillons, ça va, on ne va pas saccager la Lune. Mais si on va faire des mines, là, ça commence à devenir sérieux. Donc là, je vais vous parler des problèmes pour l'exploitation intéressée de la Lune, intéressée économiquement, militairement, etc. Donc, évidemment, quand il y a des enjeux internationaux comme ça, il y a des comités qui essayent de réguler les choses. Il y en a une, c'est le COSPAR. Le COSPAR a été créé en 1958. Je ne sais pas qui est-ce qui a entendu parler du COSPAR. Ouais, parce que en gros, tous ceux qui ont travaillé pour des missions spatiales, les autres ne connaissent pas. En fait, c'est le comité de l'exploration spatiale scientifique. Donc tous les gens qui travaillent sur l'exploration scientifique sont allés au moins plusieurs fois dans leur vie à un colloque du COSPAR, il y en a tous les 2 ans. Donc c'est une assemblée de scientifiques et qui essayent de maintenir et de promouvoir une politique pour la protection des planètes. Donc c'est comme la LPO si vous voulez, mais vous remplacez les oiseaux par les planètes. C'est eux qui ont établi la seule norme de protection planétaire convenue sur le plan international. Alors quand je parle de planétaire, ce n'est pas la Terre, hein, c'est les autres. Du genre ne pas polluer. Enfin, donc il y a eu toute une classification des missions par rapport aux dégâts, enfin, aux modifications qu'elles peuvent engendrer sur le corps visité. Et là-dessus, la Lune a été classée en catégorie 2, qui est une catégorie où il faut éviter les contaminations chimiques et biologiques des terrains explorés. Elle a été assouplie en 2021, puisque c'est des régions qu'on commence à connaître, et ils ont décidé qu'on pouvait commencer à laisser des traces, que ce n'était pas grave, sauf vers les pôles, parce que les pôles, c'est des régions qu'on n'a pas encore explorées, et donc il faut les préserver. C'est un peu le concept de réserve naturelle. Hein. Voilà. Mais ça, c'est les scientifiques. Après, il y a les gouvernements, et les agences spatiales sont
entre les deux. Elles sont toutes au COSPAR, elles sont très présentes au COSPAR, et il y a les traités entre États. Il y a le traité de l'espace de 1967, qui énonce 9 principes, dont la responsabilité des États. Donc ça, c'est important. Ça pouvait paraître évident à l'époque, mais ça veut dire qu'une personne privée ne peut pas envoyer sa petite mission. L'entité qui sera responsable derrière elle, c'est l'État. Donc si Elon Musk veut aller faire des trucs sur la Lune et qui fait des bêtises, c'est l'État américain qui sera responsable. Ensuite, ils ont déclaré que les missions devaient être faites dans un esprit de paix, pas d'appropriation. Donc quand on plante un drapeau sur la Lune, c'est le graffiti pour dire je suis venu là, mais ce n'est pas pour dire c'est à moi. Et il y a eu 112 États signataires, dont tous les États spatiaux. En 1979, il y a eu l'accord sur la Lune. C'était un accord sur le statut des ressources lunaires. Donc là, on commençait à se dire, oulala, s'il y a des ressources minières sur la Lune, sur les astéroïdes, tout ça, il va peut-être falloir qu'on en discute. Donc, il a été écrit, c'est considéré comme un échec parce qu'il a été signé, mais ratifié seulement par 15 pays dans le monde. Parmi ces 15 pays, il n'y a pas la France, et il n'y a pas non plus les États-Unis, je crois qu'il n'y a pas la Russie, enfin. Donc c'est l'échec total, et c'est à cause d'un article 11 que je vous montrerai après. Et puis après, il y a un basculement entre ce truc-là où on dit on va sur les planètes pour les explorer, on les respecte, on ne se fait pas la guerre et tout, et 2015, Space Act, donc c'est du temps de Obama, c'est un accord purement américain qui autorise, les États-Unis autorisent des entreprises américaines pour prospecter et vendre des ressources issues d'astéroïdes et de planètes. Donc c'est en totale contradiction avec le traité de 67, où il n'y a pas d'appropriation et où ce sont les États qui sont responsables. Et puis en 2020, alors ça, ce n'est pas vraiment un accord international, puisque c'est une décision unilatérale des États-Unis. Et en 2020, il y a les accords Artemis qui sont dirigés par les États-Unis, qui sont un peu un retour là-dessus, un peu moins brutal, qui sont fondés sur le traité de 67 et sur les accords de l'ONU sur l'espace. On n'est pas obligé d'être dans le programme lunaire Artemis pour être signataire de ces accords, et réciproquement. Et les signataires de ces accords sont des pays. Donc l'ESA, par exemple, l'Agence spatiale européenne, n'est pas signataire, mais c'est juste parce que l'ESA n'est pas un pays. Alors, l'article 11 qui a fait capoter le traité de 79, c'est celui-là. La Lune et ses ressources naturelles constituent un patrimoine commun. 2 ans avant Thatcher, ça la fout mal. La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté. Alors ça fait mal à tout le monde. Ni par voie d'utilisation, d'occupation, etc. Aucun État ne peut être propriétaire, ni organisation, ni rien. Bref, la Lune, c'est à tout le monde, et tout doit s'arranger par un accord de tous. Donc ça, c'est l'époque où le monde se préparait au libéralisme économique total, donc vous voyez que c'était pas dans l'air du temps. Les accords Artemis en 2020 sont un peu moins déprimants. Donc il y a les notions de paix, de transparence, ça veut dire qu'on ne fait pas les missions en douce sans prévenir les autres, d'interopérabilité. Ça veut dire que si vous avez envoyé un appareil sur la Lune avec votre pays, eh bien, il faut que votre appareil puisse être contrôlé dans une certaine mesure par d'autres pays. Ce n'est pas pour qu'ils les accaparent, parce que vous devez donner votre accord, on ne dit pas que c'est... Mais c'est pour des opérations de sauvetage, des choses comme ça. Ou même des normes, créer des normes, des normes technologiques. Il y a des mesures d'assistance d'urgence qui existaient dans le traité de l'ONU. Les objets doivent être immatriculés tous, donc on ne peut pas dire « Ah non, ça, je ne sais pas à qui c'est. » Donc ça, c'est aussi dans le traité de l'ONU. Les informations scientifiques doivent être publiées. Donc ça, c'est un peu une aiguille dans le pied des Russes, qui ont été toujours très secrets sur leur mission lunaire.
L'exploitation des ressources est menée conformément au traité sur l'espace atmosphérique. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je ne connais pas ce traité, mais c'est encore un truc assez flou. Voilà. Et puis, dans les trucs que j'ai mis en rouge, il y a prévenir les interférences nuisibles, c'est de la déconfliction. Ça veut dire, si vous faites une mission et que votre mission, elle pollue la mission d'un autre pays, il ne faut pas. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a un autre truc, c'est planifier l'élimination des débris, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque la Lune a les débris de toutes les missions qui y sont allées, hein, et je ne vois pas trop comment on pourrait les enlever. Pour un coût modeste. Ça sera plutôt la politique du fait accompli, hein, je crois. Alors, ces traités internationaux, ben, on sent qu'on est, nous, pauvres misérables astronomes, amateurs ou professionnels, on sent peu de choses. Hein. Donc, on regarde ça. Il y a le COSPAR qui essaye d'avoir une influence un peu style bien commun, partage, etc. Mais voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Je vais, après toute cette géopolitique, tous ces trucs-là qui sont à la fois enthousiasmants et un peu effrayants, je vais finir par un transparent de science. Je vous ai dit qu'il y avait eu une simulation sur la formation de la Lune qui a été faite en 2022, enfin publiée en 2022, et qui montrait que le scénario de collision était en fait le plus réaliste de tous, et que cette simulation réglait des problèmes qui n'avaient pas été réglés avant, dont la similitude de matériaux, des matériaux du manteau terrestre et des matériaux de la Lune, qu'on n'expliquait pas avant. Donc cette simulation, je la trouve incroyable, pour ce que je vous ai déjà expliqué, mais pour une autre chose. Donc ça, ce sont des images de phase de la collision. Vous avez la prototerre avec un centre gris-bleu et de la matière en rouge. Alors la matière en rouge, c'est la matière, c'est une analyse a posteriori, c'est la matière qui va être arrachée par la collision. Et la Theia, là, la petite planète qui est venue cogner la prototerre, et avec en jaune, c'est les matériaux qui vont être arrachés à Theia et qui vont faire je ne sais plus quoi. Et alors, ah non, c'est en violet, et c'est ceux qui vont retomber sur la Terre. Et en fait, vous voyez là la collision qui a eu lieu, et en vert apparaissent les matériaux de Theia qui vont retomber sur Terre, et en violet, ceux qui vont former la Lune. Et la Lune est en gris et rouge, et les matériaux rouge-orange, c'est ceux qui sont arrachés à la Terre. Et vous voyez, ça c'est 5 heures après la collision, vous avez déjà des débris qui sont mis, là c'était en orbite elliptique, qui sont déjà mis en orbite circulaire. Et là vous avez les matériaux de Theia qui finissent de retomber sur Terre, Theia qui est formé ici, avec des matériaux... Theia devient la Lune. Ouais. Et donc, à la fin, vous avez la Terre, la Lune, et tout ça, ça s'est passé en 35 heures. 35 heures. C'est ça que je trouve dingue. Moi, j'imaginais que ça prenait des milliers d'années, ce truc-là. 35 heures. Voilà. À 7h30, Ouais. est-ce qu'on a retrouvé à un endroit de la Terre ce qui est retombé, qui devait avoir une caractéristique géologique particulière? Je crois que ce qui est retombé, c'est réparti partout. Ouais. Ouais. Ça s'est réparti partout. Là, après cette collision, tout ce truc-là, c'était chaud bouillant. Donc, ce qui était lourd est descendu. Enfin, il y a eu la différenciation à nouveau, etc. C'est une reformation complète. C'est pas un choc avec des dépôts. C'est justement, c'est un mélange en profondeur qui explique l'analogie du manteau terrestre et du matériau lunaire. Alors, j'ai entendu, est-ce qu'il y a une animation? J'en sais rien. Moi, j'ai été chercher l'article. Donc, c'est un article papier, version électronique, mais il
Il y a peut-être un film. Si vous voulez, il faut noter ça. KEGE2REIS 2022. Peut-être qu'ils ont fait une animation. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre écoute. Est-ce que... Le problème des rayons cosmiques a été... Parce que là, ils vont rester longtemps sur la Lune. Oui. Ceux qui sont allés, ils sont restés que quelques heures, simplement. Oui. Mais là, le problème des rayons cosmiques, ils sont à long terme. Alors, le problème des rayons cosmiques, c'est un des plus gros problèmes. Alors, pour les voyages lunaires, et encore plus pour les voyages martiens. Et il y a une petite anecdote. Il y avait une mission américaine. Je crois que c'était une mission lunaire. À l'époque, on n'était pas très conscient des effets sur le vent solaire des éruptions solaires et des rayons cosmiques solaires, tout ça. Et il y a eu une éruption solaire qui a bien sûr été remarquée, etc. Et plus tard, il y a eu l'orbiteur, enfin la station spatiale Skylab. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était un super truc aussi. Et là, il y a eu des études des rayons cosmiques solaires dans le vent solaire, enfin, un milieu qu'on avait exploré avec des satellites, mais Skylab a donné une espèce de continuité, enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, a posteriori, avec Skylab, on s'est dit, ces astronautes seraient rentrés de la Lune 3 jours plus tard, ils mourraient d'un cancer dans l'année qui suivait. Tellement ils auraient encaissé de doses. Et alors c'était une belle éruption, comme il doit y en avoir maintenant. Là. Les scaphandres coûtent des fortunes. Alors, équiper 100 personnes des scaphandres qui coûtent des centaines de millions. Ouais, alors les gens parlent de mettre des sortes de pièces protégées où tout le monde se mettrait. Parce que d'un autre côté, le passage d'une vague de rayonnement cosmique comme ça, c'est quelques heures. Donc les gens resteraient quelques heures ou une journée enfin, là-dedans, en attendant que l'orage passe, et après pourraient reprendre des activités normales. Mais il y a aussi un flux continuel, je ne sais pas comment il est géré, parce que les astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale sont à 400 km d'altitude à peu près en moyenne. Ils sont extrêmement protégés. Ils sont protégés par la magnétosphère terrestre, qui détourne pas mal du vent solaire, qui détourne, parce qu'il y a un champ magnétique, pas mal de rayons cosmiques. Alors ce n'est pas une protection intégrale, mais par rapport à ceux qui feront le voyage lunaire, c'est une protection importante. Mais ça, c'est des problèmes qui sont étudiés. Je ne sais pas du tout où ils en sont, mais je sais que c'est un des problèmes majeurs. Là, les robots, pour ça, ils sont bien. Ils s'en foutent. Ben ouais. C'est probable. Dire que Jules Verne pensait avoir arrêté le problème. Moins on y connaît, moins on s'y connaît, plus on croit qu'on est fort. Voilà.